Merci à toi d'animer cette table ronde. Je te laisse nous présenter avec les intervenantes qui sont avec nous. Merci Corinne. Bonjour à tous. Donc, je vais animer cette table ronde autour de la question des marchés publics. Alors, pourquoi cette question des marchés publics nous est apparue importante? En fait, l'étude d'une dizaine de systèmes alimentaires dans le Grand Est, mais aussi en Belgique, au Luxembourg et actuellement en Allemagne, montre l'importance pour la restauration hors domicile de l'achat public. Cet achat public pouvant être un élément important comme effet de levier pour les filières de proximité et pour certains territoires, c'est aussi l'accès à tous, donc une certaine forme de justice sociale. La question qui se pose pour cet achat public, c'est le respect des marchés publics. Et donc c'est important de faire un point sur cette question qui peut paraître un petit peu aride, les marchés publics. Et il nous a semblé important de présenter à la fois le cadre juridique européen, mais aussi de faire des retours d'expérience par des témoignages sur tous les territoires. C'est pour ça que cet après-midi, vous aurez dans un premier temps Justine Chanoine, juriste à la cellule wallonne Manger demain, qui se présentera, qui nous fera un point sur le cadre européen pour les marchés publics. Donc, n'hésitez pas là aussi à poser des questions dans le chat parce qu'il est important que nous ayons tous une culture commune et une base partagée sur ces aspects-là. Dans un deuxième temps, Nicole Lebrun de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, qui est en charge de la restauration hors domicile, nous traitera d'un sujet important sur comment mieux acheter responsable en respectant les marchés publics. Et Nicole, qui pratique ces questions de marché public à l'échelle régionale et nationale, pourra vous faire part de toute son expertise et n'hésitez pas aussi à l'interroger sur cette question. Nous reverrons Justine Chanoine dans un troisième temps. Parce qu'elle n'est pas que juriste, mais elle anime aussi au sein de la cellule wallonne Manger demain une expérience, alors je ne sais pas si on doit dire une expérience, une démarche sur qui est appelé le Green Deal et qui a pour objectif une cantine durable. Donc, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir ce type de retour d'expérience. Et enfin, nos collègues allemands, Caroline Wolf et Doris Fay, nous feront un retour d'expérience sur le territoire allemand et en particulier sur la Rhénanie-Palatinat, sur l'approvisionnement en particulier des crèches et des écoles de la Rhénanie-Palatinat. Merci à tous de couper vos micros, voilà, si vous pouvez. Et je vais donc laisser la parole à Justine Chanoine, qui va vous présenter le cadre européen. Alors, rapidement, hein, rassurez-vous, hein, ça ne durera pas 2 heures, mais c'est très important que tous nous ayons ces éléments partagés. À vous, Justine. Oui, alors, je vais partager mon écran. Choup. Voilà. Matt Loca n'a pas encore fermé son micro, je constate, donc c'est là les interférences. On vous entend et l'écran est bien. Nickel. Bon, du coup, bonjour à tous. Comme Yves vous l'a dit, je vais vous présenter le cadre européen concernant les marchés publics. C'est donc la directive 2014-24. Alors, je vais être très brève. On pourrait parler des heures sur cette directive. Malheureusement, on ne les a pas. Donc, voilà, j'ai ciblé les éléments qui, pour moi, me semblent importants à prendre en compte au commencement. Alors, tout d'abord, j'ai cru bon de rappeler la différence qu'il y a entre les directives et les règlements. Donc, les directives, elles feront toujours l'objet d'une transposition dans les législations nationales des États membres, alors que les règlements sont, eux, directement contraignants dans toute l'Union européenne. Qu'est-ce que ça implique ici? Ça implique que pour nos différentes régions, on aura peut-être de légères différences dans la transposition de cette directive. J'insiste sur le mot légère parce que voilà, ça va être des toutes petites différences sur la mise en pratique. Après, pour tout ce qui est les grands principes, les fondamentaux, on a exactement les mêmes. Donc voilà. Alors, il y a 3 principes fondamentaux qui régissent les marchés publics, qui sont des grands principes européens. Ce sont les principes d'égalité et de non-discrimination, de mise en concurrence et de transparence.
Alors, le principe d'égalité et de non-discrimination, il assure l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques qui se trouvent dans la même situation. De ce principe découle l'interdiction de discrimination sur base de la nationalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est dans un cadre européen, on a un marché unique et donc il n'est pas possible de discriminer un opérateur économique sur base de sa nationalité. Et donc, vous ne pouvez pas favoriser un opérateur économique belge, par exemple, par rapport à un Français ou à un Allemand. Ce n'est pas possible. A fortiori, si ce n'est pas possible de discriminer sur base de la nationalité, ça n'est pas possible de discriminer sur base de la régionalité. Donc, un exemple très concret, vous ne pouvez pas demander des carottes wallonnes à la place de carottes du Grand-Duché du Luxembourg ou d'une région d'Allemagne ou de la Meurthe-et-Moselle. Ce n'est pas possible. Voilà. Ensuite, le principe de mise en concurrence, c'est celui qui impose à tout pouvoir adjudicateur de consulter des fournisseurs qui peuvent lui donner des fournitures ou des services en échange d'une rémunération. De ce principe ressort l'usage de consulter au minimum 3 opérateurs économiques. Et puis, vous avez le principe de transparence. Lui, il a pour but de favoriser l'absence d'arbitraire et de favoritisme de la part du pouvoir adjudicateur. On découle de ce principe les différents degrés de publicité des marchés publics. Donc, vous avez la publicité européenne, la publicité nationale, et puis il y en a qui ne doivent pas faire l'objet de publication. C'est aussi de par ce principe que vous devez transmettre la même information aux opérateurs économiques. Donc, si vous donnez une information à l'un, vous devez donner la même à l'autre. Il est vraiment important de les garder en tête tout au long de votre rédaction de cahier de charge, si vous êtes pouvoir adjudicateur, notamment le principe d'égalité et de non-discrimination, puisque c'est celui-ci qui peut poser problème quand on a envie de produits locaux, si on entend par local sa région. Donc voilà. Un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'objet du marché. Alors, l'objet du marché, il a une importance fondamentale. C'est réellement la traduction du besoin de l'acheteur. Donc, si vous désirez avoir des produits qui favorisent une alimentation durable, vous devez absolument l'indiquer dans votre objet de marché, puisque les critères d'attribution et les spécifications techniques doivent toujours être en lien et proportionnels à l'objet du marché. Ça veut dire que si dans votre objet du marché, vous n'indiquez pas que vous souhaitez avoir des produits qui favorisent une alimentation durable, mais que pourtant vous indiquez des critères d'attribution et des spécifications techniques exigeant certains degrés de durabilité, vous pouvez vous mettre en défaut par rapport à ce lien et cette proportionnalité au niveau de l'objet du marché. Donc, faites vraiment très attention. Moi, c'est quelque chose que je vois au quotidien, les pouvoirs adjudicateurs qui rédigent des cahiers de charges qui ont l'air formidables, mais il n'y a pas cette notion d'alimentation durable dans l'objet du marché. Et donc, voilà, c'est un petit peu... il faut faire attention, quoi. Alors, au niveau des labels, donc la directive nous dit bien que les labels peuvent être demandés comme moyen de preuve. C'est ce qu'on appelle un moyen de preuve qui n'est pas unique et pas obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Vous devez toujours accepter l'équivalence. C'est-à-dire que si, par exemple, vous demandez un produit qui est labellisé Max Havelaar, donc les produits équitables, vous êtes obligé de mettre le produit devrait être labellisé Max Havelaar ou équivalent. Ça veut dire qu'un opérateur économique qui n'est pas labellisé Max Havelaar, mais qui peut vous prouver qu'il répond aux critères, aux caractéristiques du label Max Havelaar, vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas le refuser sur la seule base qu'il ne possède pas le label Max Havelaar. C'est pour ça que vous verrez toujours les termes ou équivalent suivis de certains labels. C'est très bien ce moyen de preuve de label parce que vous pouvez donc utiliser toutes sortes de labels pour autant que vous assortissez le label des termes ou équivalents et que la personne puisse vous prouver qu'il répond bien aux critères. Donc voilà, faites également attention parce que c'est quelque chose que je vois aussi régulièrement, ce petit oubli. Donc voilà. Et alors finalement, quelque chose qui peut être très intéressant, c'est le principe d'allotissement. Alors en publicité européenne, il est obligatoire, vous êtes obligé d'allotir votre marché en publicité européenne. Si vous ne le faites pas, vous devez justifier pourquoi. Alors, dans l'esprit de la directive, pourquoi ils ont rendu obligatoire l'allotissement? C'était pour favoriser les petites et moyennes entreprises.
C'est exactement pour ça. Moi, je le conseille vivement parce que, pour reprendre un exemple très concret, si vous êtes dans un marché petit ou moyen et que vous pouvez vous adresser aux producteurs de votre région, que vous avez un éleveur de viande bovine et un maraîcher, si vous faites un lot viande bovine et un lot fruits et légumes, l'éleveur de viande bovine pourra répondre au lot numéro 1 et le maraîcher au lot numéro 2. Alors que si vous aviez fait un marché unique, ils auraient peut-être été plus réticents à y répondre parce qu'ils auraient dû se grouper, ce qui est, en tout cas en Wallonie, pas forcément la première chose qu'ils font. Donc voilà, là, ça permet à chacun de pouvoir répondre à son lot. Voilà, pour moi, c'est déjà terminé. J'ai été brève. N'hésitez pas si vous avez des questions, on peut en parler plus longuement. Merci Justine. J'ai une première question. Vous faites référence à la question de label. Est-ce qu'il faut que ces labels soient européens pour être valides? Parce que nous avons ici Rachel Réquinger qui travaille sur ces questions de labellisation et qui nous montre qu'en gros, on a à peu près autant de labels que de volonté de territoire de créer son propre label. Donc, quelle est la validité de cette question du label ou équivalent tel que vous le décrivez dans votre document? Oui, alors le label ne doit pas être européen. Par contre, c'est très bien indiqué dans la directive ce qu'on entend par label. Donc, ils disent que le label comme moyen de paiement peut toujours être utilisé pour autant que les conditions suivantes soient réunies. Et donc, le label, les exigences en matière de label doivent toujours être en lien avec l'objet du marché. Le label, les exigences en matière de label sont vérifiables de façon objective et non discriminatoire. Le label doit être établi par une procédure ouverte et transparente, accessible à toutes les parties intéressées, et les exigences doivent être fixées par un tiers. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, être une entreprise A, avoir développé un label A et proposer votre label A pour pouvoir prouver que vous répondez au label Max Havelaar, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. Ça doit toujours être établi par un tiers de façon absolument transparente et non discriminatoire. Donc ça, c'est 5 conditions qui sont bien inscrites dans la directive. Et on a une question là qui poursuit un peu la réflexion. Donc de Lu, Monique Faber. Donc ça doit être peut-être le lycée Faber. Enfin bref, c'est donc toujours bien à l'autre de montrer que son label est équivalent, pas à celui qui a lancé le marché. Non, c'est toujours à l'autre de prouver que son label est bien équivalent. D'accord. Donc, Donc, aux soumissionnaires, quoi. d'accord. Donc, ça peut être compliqué parce qu'on a des labels qui rentrent vraiment dans les détails de cahier des charges. Est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments, comment dirais-je, on a des juristes qui sont en capacité de décrypter cette complexité? Après, c'est même s'ils n'ont pas, parce que là, on entend ou équivalent si on propose un autre label, mais si par exemple, vous avez un producteur qui n'est pas labellisé, mais qui peut vous le prouver par une fiche technique en répondant à certaines, en vous prouvant, je ne sais pas moi, en disant moi, j'utilise pas de pesticides ou ce genre de choses, voilà, lui, il le prouve et il n'a pas forcément d'autres labels. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'on est en capacité C'est toujours ça la question. Maintenant, en fait, ce qui est le plus important, c'est que quand vous exigez un label, il est important de savoir si les critères du label sont accessibles publiquement. Parce qu'en effet, si les critères du label ne sont pas accessibles publiquement, ça va rendre la chose un peu plus compliquée. Maintenant, les grands labels qu'on connaît, les critères sont facilement accessibles. Donc voilà. Mais c'est pas toujours évident de savoir où se retrouver Je dans vais cette vous, jungle des labels. je vais vous prendre un exemple. On a le label européen bio qui est connu de tous. Mhm. Et la France a déployé un label, alors la France, non, une structure privée, a développé le label dit Biocohérence, qui est en fait un label bio plus qui intègre des conditions sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux vouloir acheter, je peux mettre dans mon cahier des charges, je veux un label, un produit biocohérence? Ouais, après, je suppose qu'il répond aux 5 conditions, qui est qu'il est bien fixé par un tiers, Tout à voilà. fait, Alors oui, tout à fait. En effet. d'accord. En fait, la grande différence avec le label bio européen, c'est très important, c'est qu'il découle d'une réglementation européenne. Donc, quand vous exigez le bio tel qu'on le connaît tous, vous mettez issu de l'agriculture biologique selon le règlement 834/2007. Et donc voilà, c'est un label qui s'applique à tout le monde, tandis que quand vous prenez un label nous, le label bio en Belgique, c'est Bio Garantie. C'est un label privé, il va un peu plus loin que le label européen.
là, du coup, vous demandez un label, alors que la réglementation européenne, elle est contraignante pour tout le monde. Et donc, voilà, c'est là qu'il y a une légère différence avec le bio européen. Mais vous pouvez tout à fait demander le label dont vous venez de me parler. D'accord. Alors, j'ai une question toujours. Qu'entend-on par label ouvert à toutes les parties intéressées dans le cadre d'un label lié à une région? Bah là, du coup, on va avoir un problème. Donc, je suppose que c'est si une région labellise certains produits, on va avoir un problème de discrimination et d'égalité, puisque vous devez toujours penser qu'on est dans l'Union européenne, que ces règles viennent de l'Union européenne. Et donc, dès que ça discrimine d'autres parties, c'est foutu, entre guillemets. Maintenant, vous pouvez tout à fait demander ce label en expliquant que vous voulez tous les critères du label, à l'exception du critère géographique. Ça peut Oui, tout à fait se faire. oui, mais souvent ces labels sont très liés à une région. Oui, en effet. Et là, ça devient, c'est pas possible du coup. Mais nous, D'accord. on a le cas, on a un label. Justine, on a une consigne, il faut qu'on parle plus doucement. Ah, d'accord. Voilà, pour la traduction. Merci. Oui, donc, on va en profiter. Donc, les IGP sont-elles donc exclues? Alors, les IGP, AOP et STG, c'est des signes de qualité européens qui viennent de l'Europe. Et donc, vous pouvez le demander pour autant que ça ne touche pas l'entièreté de votre marché. Je prends un exemple. Vous avez un marché, vous avez besoin de fromage. Si vous donnez une ou deux AOP, par exemple, ou IGP, ce sera très bien, pour autant que vous ne cloisonnez pas votre marché à ces seuls AOP, IGP ou STG. D'accord. Donc, on a moyen quand même de régionaliser quelque peu au sein de son marché. Exactement. D'accord. Donc, la cohérence n'est pas toujours parfaite dans le système. Non, c'est ça le but. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, merci Justine. Je pense qu'on a fait un premier tour intéressant sur ces aspects européens. Je propose maintenant que Nicole Lebrun prenne la main Alors, sur… Yves, désolée, Oui, Nicole, il y a un problème de connexion Internet avec la Chambre de l'agriculture. Nicole propose de passer en dernier. Je suis désolée, on a un problème technique avec la Chambre de l'agriculture de la Meurthe-et-Moselle. d'accord. Donc, Eh bien, écoutez, voilà. Justine, vous allez garder la main. Hein, Je vais continuer. je vous Mais c'est propose, bien, je vais répondre du coup à votre comme dernière ça, question. vous allez pour poursuivre sur la partie opérationnelle que vous menez actuellement en Wallonie sur le Green Deal cantine durable. On vous laisse la parole. Donc, je repartage mon écran. Hop, tout le monde le voit, c'est OK. Alors, j'en profite avant que vous n'attaquiez une dernière petite question. Y a-t-il un pourcentage pour le droit au label de l'Union européenne dans un marché où je peux mettre que des labels EU si j'en ai envie? Non, à ma connaissance, on n'a pas de limite de pourcentage. Après, quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'il y a très peu de jurisprudence au niveau belge et au niveau européen. Je ne m'avancerai pas pour la France et l'Allemagne. Au niveau des marchés publics d'alimentation. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines questions sont réglées, d'autres pas. Et donc, il y a ce petit flou que nous, juristes, on aime bien parce que on peut s'engager dedans et voilà, voir un peu ce que ça va donner. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas de limitation de pourcentage. D'accord. Eh bien, écoutez, Justine, on va vous écouter parce que c'est un plaisir d'écouter une juriste nous parler d'alimentation durable. On vous laisse la parole. Oui, donc du coup, en Wallonie, on a ce qu'on a appelé le Green Deal cantine durable. Ah oui. Hop. Alors, c'est quoi, pourquoi, comment? Ce Green Deal cantine durable, c'est en fait un plan d'action qui est issu de la stratégie d'alimentation durable wallonne. Je pense qu'il était important de vous expliquer un peu comment on en est arrivé là. Donc, c'est vraiment, nous, à la base, une initiative politique. C'était en 2017-2018 le ministre de l'Environnement de la région wallonne, qui n'est plus en place actuellement. Il y a eu des élections entre-temps. Donc, qui a lancé cette stratégie. Et donc, pour compléter cette stratégie, il voulait que les acteurs professionnels de l'alimentation ainsi que les citoyens alimentent le contenu de cette stratégie. Et donc,
il y a eu un référentiel qui a vu le jour où on a rassemblé les acteurs du terrain, les professionnels de l'alimentation qui ont défini ce que c'était un système alimentaire durable en Wallonie. Et de l'autre côté, il y a eu une consultation citoyenne pour demander aux citoyens ce qu'ils voulaient manger demain exactement, qu'est-ce qu'ils entendaient par alimentation durable. Enfin voilà, toutes sortes de questions. Il y en a eu 34 au total. Et tout ça, en fait, a alimenté cette stratégie qui a donc été votée au Parlement wallon le 30 avril 2019. Donc, c'est porté par la région. Chez nous, en Belgique, les matières environnementales sont des matières régionales, c'est des compétences régionales. Donc, l'État fédéral n'a rien à voir là-dedans, entre guillemets. Alors, dans cette stratégie, il a été prévu un plan d'action qui s'appelle le Green Deal Cantine Durable. Alors, pourquoi la restauration collective a été visée? C'est parce que et les professionnels du secteur et suite à une étude universitaire, on s'est rendu compte, comme il l'a dit, que c'était un levier fondamental pour amener plus d'alimentation durable dans nos régions. Et donc, on a choisi un Green Deal pour mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, un Green Deal, c'est un accord volontaire entre des acteurs privés, des acteurs publics sur un sujet de transition. Donc, ici, c'est l'alimentation durable. Dans notre Green Deal, il y a 3 catégories de personnes, si je peux dire. La première catégorie, ce sont les cantines. Donc, chez nous, c'est autant les cantines scolaires que les cantines de maisons de repos, d'hôpitaux, d'entreprises. On a aussi des prisons, on a un peu de tout. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on a appelé les facilitateurs. Donc, ça regroupe, par exemple, les associations qui travaillent autour du thème de l'alimentation durable ou les producteurs, les acteurs de l'approvisionnement. Et puis, la troisième catégorie, c'est les autorités politiques, donc les communes, les provinces, la région. Ce plan d'action, il a été mis en œuvre pour 3 ans, donc de 2019 à 2021. Il va prendre fin en cette fin d'année. Et alors, il concerne 6 axes. Ça veut dire que les cantines se sont engagées à prendre des engagements sur 6 axes que sont les produits locaux et de saison, respectueux de l'environnement et des animaux, des repas sains, équilibrés et savoureux, la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets, des produits équitables et l'inclusion sociale. Je ne sais pas si vous voyez le 6e, parce que c'est l'inclusion sociale. Non, effectivement, Non, on le le voit pas. 6e n'est pas visible. Bizarre. Donc, c'est bien l'inclusion sociale. C'est Voilà. l'inclusion sociale, voilà, le 6e. Donc voilà, ces 6 axes sont bien gardés en tête parce que c'est vrai que dans le guide que nous, on a élaboré sur les marchés publics, on les a aussi toujours bien gardés en mémoire. Ah ben voilà, il apparaît. Du coup, ce plan d'action est lancé. On se rend compte bien vite qu'un des freins, c'était les marchés publics. Et donc, on a décidé d'élaborer un guide pour un marché public d'alimentation durable. Ce guide, c'est un peu comme un mémoire. Il est écrit en 2 parties. Une première partie qui est plus juridique, qui rappelle les fondamentaux au marché public, à quoi il faut faire attention quand on rédige son marché, etc. Et la deuxième partie, elle, est beaucoup plus pratique. On a travaillé avec les chargés de mission par filière pour connaître les caractéristiques de notre agriculture en Wallonie. Donc, la deuxième partie est divisée par filière agricole. Vous avez la filière viande bovine, la filière avicole, la filière porcine, fruits et légumes et produits laitiers. Et donc, voilà, pour chaque filière, vous avez un petit détail des caractéristiques des choses qui sont présentes chez nous en Wallonie. Et puis de là, on a rédigé des critères d'attribution et des spécifications techniques que les pouvoirs adjudicateurs peuvent insérer dans leur cahier de charges. Ces critères et ces spécifications ne sont pas du tout exhaustifs, il y en a probablement plein d'autres. Et alors aujourd'hui, les cantines sont en train de rédiger des nouveaux marchés où elles incluent ces critères et ces spécifications techniques. Donc, c'est un peu mis à l'épreuve. On va voir si l'offre et la demande peuvent se rencontrer. C'est en cours, donc voilà. Et pour vous donner quelques exemples de ce que ça donne, alors nous, en Wallonie, on a au niveau de la viande bovine une race qui est assez répandue, voire principalement en fait. C'est la blanc-bleu belge. On a un code du bien-être animal qui est bien élaboré, qui est un des plus poussés d'Europe. Et pour les bovins laitiers, il y a une autonomie alimentaire. Alors, à partir de ces caractéristiques,
des spécifications techniques sont possibles. Pour le bien-être animal, ça peut même être un critère d'attribution en soi. Alors, pour la blanc-bleu-belge, voilà, une spécification technique liée à la race. Donc, la viande bovine devra provenir en majorité des races BBB et BB mixtes. Justine, il Oui. faudrait parler un peu plus lentement. Merci. Et blonde d'Aquitaine. Aucune carcasse de type O et P ne sera acceptée. Les niveaux d'engraissement 1, 4, 5 seront également refusés. Alors, pourquoi il y a plusieurs races? C'est toujours pour ce souci d'égalité. Cette BBB, elle est très présente chez nous, elle est présente ailleurs, mais voilà. Et donc voilà, dans un souci d'égalité, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, j'ai indiqué plusieurs races. Et alors au niveau de la carcasse et du niveau d'engraissement, voilà, c'est pour limiter certaines catégories dont on ne veut pas pour avoir des morceaux, des beaux morceaux, pas trop gras et corrects. Alors, au niveau du bien-être animal, une spécification technique qui peut être rédigée comme suit, c'est toutes les productions incluant des animaux doivent respecter les mesures contenues dans le code. Les exploitations wallonnes sont réputées en conformité avec le dit code, sauf celles en infraction de ce dernier. Et pour les autres exploitations, la preuve du respect de ces normes devra être apportée par l'opérateur économique dans un mémoire technique. Donc, ça répond un peu aux questions de tout à l'heure. C'est que voilà, il y a un code qui est propre à la Wallonie. Les exploitations wallonnes sont réputées en conformité, sauf celles qui sont prises en infraction. Et pour les autres exploitations, qu'elles soient françaises ou allemandes, si vous prouvez que vous respectez les caractéristiques du code, qui sont bien publiques, il n'y a aucun souci, vous devez être accepté. Et alors finalement, l'autonomie fourragère pour les bovins laitiers, voilà, on demande que les animaux soient nourris des fourrages de l'exploitation au minimum à 80%. En Wallonie, pour les bovins laitiers, ils sont nourris des fourrages de l'exploitation entre 80 et 100%. Donc voilà, j'étais assez sûre que la plupart des éleveurs wallons pouvaient y répondre. Donc ça, c'est important. Et finalement, je vais finir par quelques petits trucs et astuces pour rédiger un cahier de charges qui se veut durable. Pour moi, il faut vraiment bien connaître son besoin. Donc voilà, ma cantine, qu'est-ce qu'elle a besoin? Que souhaitent mes utilisateurs? Est-ce que je peux travailler avec du frais? Oui, non. Quelle capacité j'ai pour cuisiner tel ou tel produit? Et en fait, au plus vous allez connaître votre besoin, au mieux sera rédigé votre objet de marché. Ensuite, il faut bien connaître l'offre qui est présente sur votre territoire. Comme vous avez vu à la dia précédente, au mieux on connaît l'offre qui est présente, au mieux on peut écrire des spécifications techniques qui sont, qui correspondent à la réalité de terrain. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est des cahiers de charges qui sont très bien rédigés, mais malheureusement, aucun producteur ou fournisseur ne peut y répondre parce que c'est pas réalisable ou alors ça se voit pas ou voilà. Alors, l'allotissement, on en a parlé dans la directive européenne et je sais que Nicole va en parler dans son PowerPoint. Mais voilà, c'est très important pour ouvrir le marché à des plus petites structures et puis aussi de pouvoir avoir des spécifications techniques et des critères d'attribution très propres à chaque lot. Et puis finalement, quelque chose que moi j'aime bien, c'est de demander des visites pédagogiques sur exploitation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, vous êtes dans un marché de fourniture, vous demandez à votre fournisseur qu'il puisse accueillir des visites pédagogiques si vous êtes dans des cantines scolaires, puisque ça se justifie surtout par rapport aux cantines scolaires, voilà, pour aller faire découvrir l'exploitation à vos élèves dans une optique de sensibilisation. En fait, du coup, le fournisseur qui est autour de chez vous, ça va tout à fait être réalisable pour lui d'organiser, normalement, des visites pédagogiques. Tandis que voilà, si vous avez un fournisseur qui est basé en Grèce ou en Roumanie, ça va tout de suite être plus compliqué puisque ça va avoir un coût beaucoup plus important. Ça peut tout à fait marcher aussi avec les marchés de services. Vous pouvez demander à votre prestataire de service de demander à ses fournisseurs
d'organiser des visites pédagogiques. Et alors là, c'est exactement la même chose. C'est au plus le fournisseur est loin, au plus ça va être compliqué d'organiser ces visites. Donc voilà, c'est tout. Merci moi. Justine. Alors, il y a une première série de questions et il y en aura plein d'autres après. Une question d'Interbev, Aurore Amer. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 80% d'autonomie fourragère. Comment vous contrôlez la partie alimentation fourragère des bovins? C'est déclaratif ou il y a des contrôles possibles? Alors ça, de manière générale, c'est pour toute question de vérification des critères qu'on met. C'est que c'est sûr qu'un producteur qui nous dit qu'il fait ça, ou un fournisseur, il y a une partie de bonne foi, puisque vous pouvez aller le vérifier, hein, si vous avez du temps, vous pouvez aller voir. Mais il y a des critères qui, notamment comme l'autonomie fourragère, sont plus compliqués à contrôler. Donc malheureusement, il y a toujours une partie qui est là par rapport à la bonne foi. Mais ça veut dire que de toute façon, l'acheteur est en droit d'aller faire des contrôles, s'il le peut. Oui, enfin, par exemple, dans les cantines, on voit souvent, je sais pas, le mieux, c'est en fait à la, à la sortie du camion, quand ça arrive pour les choses en tout cas qui peuvent être vérifiées quand on reçoit les aliments, ça c'est tout à fait possible. Et puis oui, vous pouvez tout à fait vous annoncer ou pas. Moi, j'ai des pouvoirs éducateurs qui ne s'annoncent pas pour aller voir voilà, si les choses qu'ils ont mis dans leur mémoire technique ou sur lesquelles ils se sont engagés sont bien respectées dans leur exploitation. Alors, une première question transfrontalière très intéressante. Madame Fay qui dit que la visite pédagogique à la ferme n'a pas été reconnue comme critère du cahier des charges dans une décision de justice en Allemagne. Ah, bon, Ah, c'est bon on à va, savoir. on va commencer à faire discuter entre eux les juristes. Donc, ce critère juridique, enfin ce critère Ouais. de situation pédagogique de la visite semble avoir une vision un peu différente entre les territoires. Ouais, après, chez nous, c'est vrai que on n'a pas de jurisprudence là-dessus. Donc, ça fait partie de ce flou que moi, j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est bon de savoir qu'en Allemagne, du coup, ça n'a pas été. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Quelle est la justification? Alors, peut-être que Erika, tu pourrais. Alors, on va passer, ça va être un petit peu acrobatique, hein, si Erika pouvait poser la question éventuellement à Madame Fay, qui pourrait répondre soit par le chat via une traduction, soit en direct via une traduction. On essaie de trouver la technique et on revient sur cette question après. Alors, moi, j'en ai une autre. Allez-y. Ja, hier ist die Doris Fey. Also es gibt ja da in Deutschland. Bonjour, Doris Fay. En Allemagne, il y a une jurisprudence, une décision juridique dans la ville de Fribourg et peut-être ma collègue Caroline Wolf pourra aborder ce sujet lors de sa présentation. Mais comme je viens de le dire, il y a une décision juridique par rapport aux prestataires de services pour les aliments en cantine. Et puis, il y avait un recours et il paraît qu'apparemment, ceci ne peut pas faire partie de la liste des critères. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre nous n'avons pas, nous sommes pas passés sur le canal allemand. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer dans ces conditions-là, pour ceux qui ne parlent pas allemand, il faut que vous avez en dessous un petit globe qui vous permet comme ça de passer soit dans le canal allemand, soit dans le canal français, de manière à pouvoir comprendre et avoir une traduction simultanée de ce qui vient d'être dit. Alors, ce que je vais proposer, c'est que la traduction soit refaite. Excusez-moi, hein, Doris, on va vous redemander, parce que les gens n'avaient pas forcément compris que ça allait être traduit en direct sur le canal. Et donc, est-ce que vous pouvez nous répéter ce que vous venez de nous dire? Et on va tous passer sur le canal pour comprendre la traduction. Können Sie mich jetzt hören? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Gut, okay. Très bien, d'accord. Vous pouvez y aller, oui, allez-y. Oui, en fait, je voulais juste faire ce commentaire pour que vous sachiez qu'en Allemagne,
selon ce que je sache, dans la ville de Fribourg, une décision juridique a été prise comme quoi les visites pédagogiques ne sont pas reconnues dans la liste des critères, mais ma collègue l'avait déjà indiqué dans le chat et lors de sa présentation, elle pourrait aborder ce sujet pour vous présenter un peu plus les conditions plus particulières. Mais dans une concurrence accrue, il faut savoir qu'en Allemagne, on se rend également de plus en plus souvent compte que les critères qui partent d'une bonne base ne sont pas vraiment pris en considération ou même critiqués par les prestataires de services. Oui, si je peux intervenir, c'est vrai, il y a de grandes différences d'un pays à l'autre, c'est bien évident, et c'est la raison pour laquelle nous organisons cet événement de façon transnationale, justement. Et merci beaucoup, Madame Veil, pour ce commentaire. Si je peux le dire encore une fois de façon très claire, pour que ce soit clair pour tout le monde, dans le menu en bas, vous avez le petit globe, c'est là que vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Voilà, c'est là que ça peut se faire. Il y a de l'allemand et du français. Et bien évidemment, les participantes allemandes peuvent prendre la parole quand elles ont envie de le faire. Alors, j'ai encore des questions pour Justine. En fait, votre cellule Manger Demain, c'est quoi? C'est une association? C'est un centre de ressources? Comment vous êtes financé en fait? Parce que c'est pas classique d'avoir une juriste dans ce type de structure. Et vous êtes combien dans votre structure? Alors, c'est une association qui est subsidiée publiquement. Donc, on a des subsides publics. Donc, on a un statut d'ASBL subsidié publiquement. Et alors, dans notre cellule, on est 10. À la base, on était 10, il y a eu des départs, mais voilà, on est une dizaine. Et alors, comment ça se fait qu'il y a une juriste ou un juriste dans cette cellule? C'est parce que au moment de penser cette mise en œuvre de la stratégie alimentation durable et du plan d'action, et donc de la naissance d'une cellule pour s'en occuper, il avait déjà été mis en évidence les problèmes de marché public. Et donc voilà comment ils ont pensé à créer un poste de juriste. D'accord. Et donc aujourd'hui, quelle pérennité pour la structure après 2021? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Ça dépend des politiques et du public. Maintenant, il est vrai qu'à cause de la situation qu'on connaît tous, que la Covid-19 il y a beaucoup de... Nous, en tout cas, en Wallonie, je ne sais pas si, à mon avis, c'est pareil pour vous, la plupart de nos cantines sont à l'arrêt. Donc, il y a moins de possibilités de mettre des choses en œuvre. Donc voilà, est-ce que ça sera prolongé ou pas? Malheureusement, moi, je ne sais pas. Mais il est vrai que la question de la pérennité de ce genre de cellules est à questionner de manière générale, que ce soit chez nous, chez vous, ou voilà. Alors, une question très importante, est-ce que l'objectif de ce type de cellule, c'est de s'auto-financer par le volume d'échange, de production et prendre une part comme il y a dans tout magasin ou toute relation commerciale, ou est-ce que c'est une obligation de passer par des soutiens publics? Quand la cellule a été mise en œuvre, et même encore maintenant, ça n'avait vraiment pas pour but d'être autofinancé ou d'avoir des financements propres. Donc voilà, c'était vraiment lié aux politiques publiques, puisque il fallait une structure pour faire du lien entre tous ces acteurs, pour pouvoir essayer de réunir l'offre et la demande et essayer qu'elle soit plus ciblée. Mais nous, en tout cas, nous, ça n'a jamais été le but qu'on soit autofinancé. Après, c'est une bonne question. Est-ce que ce genre de cellule ne devrait pas essayer d'être autofinancé et s'extraire de ces financements publics? C'est une question qui a le mérite d'être posée. Et encore une question, parce qu'en fait, il y a une réflexion aujourd'hui d'avoir des centres de ressources dans certains, dans le Grand Est ou ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu un volume de ce qui était prévu dans un système en routine, en nombre de repas par jour?
Ouais, alors nous, le Green Deal, c'est 500 signataires à la grosse louche. En Wallonie, en restauration collective, il y a 220 000 repas chauds. Et les cantines qui se sont inscrites au Green Deal, elles couvrent plus ou moins la moitié de ces repas chauds, donc 110 000 repas. Ça fait que si en 3 ans, on a réussi à avoir une petite transition, bah, ça transite sur la moitié des repas, ce qui, je pense, est quand même pas mal. Et donc, 110 000 repas par jour, c'est énorme. Et ça recouvre des périmètres, on va dire, administratifs, politico-administratifs différents, hein, prison, école. Donc, tous ces gens-là ont réussi à se mettre d'accord pour venir discuter avec vous et que vous les approvisionniez. En fait, non, on les approvisionne pas. On les aide à trouver des producteurs, des fournisseurs Oui, c'est qui un centre de répondent. ressources, évidemment. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Mais oui, en effet, après, le fait que ça soit inscrit dans un Green Deal, donc dans un accord volontaire, c'est que chacun avance à son propre rythme. Donc, on a des cantines qui sont très avancées, d'autres pas du tout. Et donc, voilà, chacun met ses objectifs, chacun avance en fonction de son rythme et aussi avec enfin, c'est eux qui sont la locomotive de leur projet. Donc, si la cantine n'est pas motivée, si elle n'a pas un ensemble de personnes bah, qui est prête à avancer, c'est sûr qu'à un moment, ça risque de coincer. Nous, vraiment, on est là pour les mettre en réseau, pour les aider, mais ce n'est pas nous qui tirons cette locomotive. Alors, moi, j'ai une dernière question pour essayer de mettre en parallèle au système français, désolé, hein. En France, on a les écoles primaires qui sont gérées par les mairies, les collèges qui sont gérés par les départements, les lycées qui sont gérés par les régions, et c'est extrêmement difficile de les mettre en réseau. Et les prisons sont encore gérées par une autre structure et les EHPAD, c'est privé ou public. Comment vous avez fait chez vous pour mettre tous ces gens qui ont des niveaux administratifs différents autour de la table? Alors, nous, quand on les accompagne, on a décidé de les diviser en publics, si je peux dire. Donc, on a divisé les publics écoliers mineurs, majeurs pour les universités, parce qu'on en a aussi. Tout ce qui était maison de repos, hôpitaux, c'est un autre public. Et puis, après, on avait les entreprises privées. Donc, en tout, on avait 4 ou 5 publics. Et donc, en fonction de ça, en fait, on a des formations ou des accompagnements qui sont ciblés à chaque public. Parce qu'en effet, une crèche et un hôpital, ça n'a pas forcément beaucoup de choses en commun. Donc voilà, mais les 6 axes qui les rassemblent, c'est toujours les 6 axes du Green Deal, et ça, c'est les fondements de l'accord. Après, voilà, on les rassemble en public, et en fait, la Wallonie est divisée en provinces, et donc sur chaque province, il y a un chargé de mission qui aide du coup ces cantines vers plus de transition, et nous, on divise encore par public. Donc en gros, vous l'avez dit au départ, c'est d'abord une volonté politique et un déploiement d'une volonté politique par la création de cette cellule. Mais si demain les subsides s'arrêtent, tout s'arrête. C'est ça. Si demain tout s'arrête, les cantines, elles sont toutes seules. Il y a plus ce lien et il y a plus ces aides à cette mise en réseau. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport à ce témoignage extrêmement intéressant où on montre quand même qu'on peut déployer sur une région. La Wallonie, ça commence à être une surface conséquente, hein. La mère Romain. Aussi. La Wallonie. Ah, c'est ça qu'elle fait. Il faudrait couper vos micros. Je pense qu'on entend des gens qui sont en train de chuchoter, mais on les entend. Donc, merci Justine. On aura peut-être des questions complémentaires quand on ira plus loin. Alors, Nicole Lebrun m'a informé qu'elle aurait encore un tout petit peu de retard parce qu'elle a dû changer de lieu. Donc, on va maintenant passer à nos collègues allemands, hein, il y a encore une question qui vient d'arriver, mais on la reprendra tout à l'heure hein, quand on fera
le débat général. Donc, on va laisser la parole maintenant à nos deux collègues allemands hein, qui vont maintenant nous présenter leur travail, Caroline Wolf et Doris Fey. Donc, un petit peu en avance hein, par rapport à… Il faut s'adapter hein, et Nicole, tout à l'heure, prendra la suite. Donc, si vous voulez suivre ce qui est dit, eh bien, vous avez le canal interprétariat. Donc là, pour le français, vous cliquez français. Et normalement, Corinne, confirme-moi qu'on a tous reçu le document traduit en français de la présentation faite aujourd'hui. Oui, toutes les traductions ont été envoyées aux participants ce matin. Oui. Donc, on peut peut-être vous laisser encore 30 secondes si vous pensiez, voilà, comme ça, vous pouvez récupérer sur votre mail le document qui va être là présenté en allemand, mais que vous avez reçu en français dans votre mail aujourd'hui ou hier, ou début ou fin de semaine dernière, ce matin, si tu me disais, Corinne? Oui, ce matin. Ce matin. Et donc, Oui. pour vous sélectionner le canal français et puis profitons de l'expérience de nos collègues allemands. On vous laisse la parole. Ja, vielen Dank erstmal. Merci beaucoup tout d'abord. Si vous ne me comprenez pas, faites-moi un signe ou envoyez un petit message dans le chat. Si techniquement ça fonctionne bien, je commence avec ma présentation. Je vais me présenter ainsi que ma collègue. Nous travaillons en Rhénanie-Palatinat. Nous faisons partie de la Vernetzungsstelle, comme ça s'appelle, de la Kita- und Schulverpflegung, de l'approvisionnement pour les crèches et les écoles. Depuis 10 ans, je travaille dans cette fonction en Rhénanie-Palatinat et je suis responsable de ce travail en réseau et je suis l'interlocutrice des crèches, des maternelles, des écoles et des cantines. Et Caroline Wolf, qui va reprendre pour la deuxième partie, est responsable du région pilote en Rhénanie-Palatinat, alimentation durable et saine. Elle a 3 régions modèles de la Rhénanie-Palatinat. Et pour que vous sachiez où on s'en trouve, nous sommes tout au nord de la Rhénanie-Palatinat. C'est là que notre service se trouve. Et c'est à partir de là que nous travaillons dans toute la Rhénanie-Palatinat. Donc, on a divisé la présentation en 2 parties. Moi-même, je vais vous dire quelque chose par rapport aux appels au marché public en Rhénanie-Palatinat. Et Madame Wolf va aborder les sujets dont a déjà parlé votre juriste. Il s'agit donc du marché public durable. Pour que vous sachiez comment on travaille en Rhénanie-Palatinat par rapport aux repas en cantine, je vous ai préparé un petit graphique. Il faut savoir qu'en Rhénanie-Palatinat, on a 1550 organismes de crèches, maternelles, écoles. Donc, c'est eux qui sont responsables de l'approvisionnement en repas dans les cantines pour les enfants et adolescents. Et vous voyez ici une ventilation. Il y a 800 organismes de subvention communale, dont 750 sont purement communales. Donc, il y a des grandes communes allant jusqu'au Landkreis, comme ça s'appelle en Allemagne. Et donc, les petites crèches et les maternelles sont gérées par les communes et les lycées sont gérés par les Landkreis, donc gérés de façon intercommunale. Et c'est là nous en avons 750 et nous constatons qu'il y a de plus en plus de syndicats qui sont créés. On en a 50 chez nous et puis nous avons 190 organismes de subvention indépendants ou privés. Et ce qui est très intéressant pour les crèches, nous en avons 160 qui sont gérés par des organismes qui proviennent de l'Église. Le slide suivant vous
montre la restauration et l'organisation de la restauration Rhénanie-Palatinat. Et on a fait une étude en 2015-2016 qui montre ceci. Je pense qu'on pourra en parler lors de la discussion. Pour l'approvisionnement en repas dans les écoles, nous avons une grande part de repas chauds, c'est 60%. Donc, pour nous, l'approvisionnement de repas est le suivant. Les repas sont cuisinés et puis livrés. Donc, c'est un sujet très, très important. Il y a très peu de cook and freeze et pour 30%, c'est les cuisines qui s'appellent des cuisines régénératives, c'est-à-dire que c'est des repas surgelés qui sont livrés sur place et qui sont chauffés. Il y a donc une petite partie, 10%, c'est les cantines qui font vraiment de la cuisine fraîche, qui cuisinent chez eux. J'ai posé la question au niveau des crèches, pardon. Là, la part des repas fraîchement cuisinés sur place est plus importante. Mais il y a également les autres possibilités, juste pour que vous sachiez comment ceci est organisé en Rhénanie-Palatinat. Et maintenant, nous parlons des marchés publics. Quelles sont les responsabilités au niveau des marchés publics? L'organisme de subvention respectif est responsable de la procédure d'appel d'offres et de l'attribution. Et c'est là qu'on trouve directement problème. Et nous réalisons que c'est là que le bas blesse parce que nous constatons que les responsabilités pour les repas en crèche et en maternelle ne sont pas aussi pris au sérieux que lorsqu'on construit une école, vraiment le bâtiment, parce que lorsqu'on a besoin de fenêtres, de matériaux, etc., il y a toujours un descriptif très précis. Maintenant, pour l'alimentation en cantine, ce n'est pas la même chose. On n'a pas vraiment le même niveau de standardisation et c'est ça notre tâche, de faire évoluer ceci. Et je vous ai mis un mot d'ordre. Bien évidemment, il faut tenir compte des directives par rapport au marché public. Notre collègue Justine l'a bien décrit tout à l'heure. Et maintenant, si nous regardons les marchés publics, j'ai pris un exemple de la Rhénanie-Palatinat. Donc, je vais vous montrer les différentes bases juridiques avec plein d'abréviations. Donc, il y a une multitude de règlements qui fait allusion à ces principes de la non-discrimination, etc. Et c'est ça la base du marché public. Une autre partie importante de l'attribution, c'est le type de contrat. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a la tâche de fournir un produit prêt dans un volume X, par exemple un repas tout fait, ou est-ce que, comme cela a déjà été décrit, est-ce que je livre seulement le pain ou les légumes ou les fruits ou la viande de façon séparée? Donc, il faut tout d'abord réfléchir à cela. Et par la suite, il y a également la concession de services, donc un contrat de prestation de services qui signifie Nämlich auch noch mit der que je combine la fourniture des aliments avec une autre prestation de service. C'est-à-dire qu'on s'occupe, par exemple, de, de vraiment de la distribution des repas. Dans ce cas-là, nous parlons alors d'un contrat de service, pardon, le contrat de service, et nous parlons d'une concession de service lorsque quelqu'un attribue tout ce qui a à faire avec les repas à quelqu'un d'autre et ne porte plus aucun risque. C'est-à-dire que l'entreprise de catering prend entièrement en charge la responsabilité et est responsable de son calcul à lui. Donc, le point suivant est extrêmement important. Je dois évaluer, déterminer la valeur du contrat que je vais attribuer.
dans le cadre du marché ou de l'appel d'offres. Et puis, je dois également faire un cahier des charges qui précise la prestation que je souhaite avoir. Würde ich jetzt noch mal kurz was sagen wollen, nämlich zum einen, dass es eben Par rapport aux deux derniers points, tout d'abord, qu'il y a une attribution de gré à gré jusqu'à 40 000 €. Donc, pour la valeur du contrat, je ne dois pas faire un appel d'offres, mais je peux décider librement. Et puis, il y a le seuil suivant, jusqu'à 80 000 €. Là, je peux faire un appel d'offres restreint. C'est-à-dire, je peux faire participer 5 institutions, 5 sociétés qui participent et qui nous déposent une offre. Ça peut aller jusqu'à 80 000 €, comme je disais. Et puis l'autre seuil, c'est 213 000 €. Là, je dois faire un appel d'offres public d'ordre national et tout ce qui dépasse cette valeur doit être l'objet d'un appel d'offres européen. Donc, la valeur du contrat a une importance toute particulière en matière d'appel d'offres et donc les différentes personnes responsables doivent bien réfléchir en amont parce que si je ne respecte pas les seuils pour mon appel d'offres, évidemment, je peux avoir des problèmes juridiques après avoir passé le marché. Voilà donc les seuils pour l'appel d'offres public. Quelle est la base maintenant pour les marchés publics en Allemagne? La base en Allemagne, en tout cas, et les différents Länder tels que la Sarre et Berlin, eux, ils ont une base juridique obligatoire avec une norme de qualité pour la restauration à midi. C'est un guide qui a été mis à jour et lorsque nous conseillons nos clients, c'est ce que nous disons, c'est que ces normes sont notre boussole pour optimaliser la restauration dans les écoles et tous les organismes reconnaissent de plus en plus les points qui sont exigés par la société allemande pour la nutrition, DGE, qui a donc établi ce fil conducteur. Et donc, ces critères de qualité peuvent être ancrés dans ce marché public et c'est des critères minimaux, c'est-à-dire quelqu'un qui participe à l'appel d'offres et qui ne remplit pas ce critère minimal, c'est-à-dire de fournir et d'offrir au quotidien des légumes et des fruits, il est exclu d'office. Donc, c'est vraiment des choses très importantes qu'on doit respecter dans un cahier de charges. Et j'aimerais maintenant vous parler des points clés que nous essayons de mettre dans notre cahier de charges. Tout d'abord, le type de contrat est un point clé, je viens déjà de le présenter. Ensuite, le personnel, est-ce qu'il faut le mettre à disposition? Est-ce que c'est le personnel de l'organisme? Est-ce que c'est du personnel de prestataire de services? C'est toujours important de décrire quelles sont les tâches et quelle est la répartition des coûts, quelle est l'eau, l'électricité, etc. Qui paye ces frais-là? Qui fait le contrôle des températures à la réception des marchandises. Tout ça doit figurer dans ce cahier de charges. Et puis, le type de préparation des repas, qu'est-ce qu'on mange en fait à midi, qu'en est-il avec de la viande, sans viande? Caroline, peut-être que tu peux continuer exactement, voilà. Et puis, les conditions pour les petits repas intermédiaires, ça aussi, il faut le décrire. Ensuite, il faut également concrétiser, et c'est le cas pour les maternelles,
qu'on propose des petits repas entre les grands repas, il faut les décrire. Et un point qui pose souvent problème, c'est la commande et l'annulation des repas et également la facturation, notamment pour la commande, et l'annulation est parfois problématique parce que si vous n'avez pas annulé un repas pour une classe entière parce qu'elle est partie en classe verte, ça a des conséquences financières non seulement pour les parents, mais aussi on jette de la nourriture et c'est pas bien. Et puis, en ce qui concerne les communes ou les associations de communes, le prestataire de service doit aller livrer à plusieurs endroits et donc il doit aussi fixer l'horaire de livraison. Et un autre point très important lorsqu'il s'agit du développement et du contrôle, il ne s'agit non seulement de faire les contrôles d'hygiène et les contrôles imposés par la loi, mais également l'autocontrôle pour l'assurance qualité. Par exemple, à quel rythme est-ce que moi, en tant que représentant, je prends des sondages une fois par an, deux fois par an? Combien de fois est-ce que j'analyse les repas et les repas proposés? Est-ce que ça correspond vraiment à ce qui a été promis? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut décrire dans le cahier de charges. Et puis, depuis des années, notre interface où je travaille, nous avons mis un formulaire sur notre site sous l'adresse www.schulverpflegung.rlp.de. Donc, il y a toute une série de critères qu'on peut cocher et où l'institution peut dire oui, ça me concerne, non, ça ne me concerne pas. Ici, j'en termine donc ma partie en ce qui concerne les achats. Et donc, Caroline, tu peux quitter ce slide. Et donc, je termine ma partie de l'exposé. Et si vous n'avez pas des questions directes qui me concernent, alors je préfère donner la parole à ma collègue Caroline Wolf pour l'achat durable. Sinon, je vous remercie pour votre attention et je vous attends avec impatience pour la discussion. Merci, Madame Fay, pour votre contribution. C'est très intéressant d'entendre ce que vous faites en Allemagne et comment vous fonctionnez. J'ai copié le lien dans notre chat, le lien que vous venez de mentionner, et jusqu'à présent, il n'y a pas de questions vraiment immédiates, mais peut-être que vous pouvez encore réfléchir un tout petit peu et écouter ce que Madame Wolf a à nous dire pour ensuite poser votre question à la fin de l'exposé. Merci, merci Doris pour ton introduction. Alors, j'aimerais parler. No. Ja. Okay. Ist es jetzt besser? Ich probiere lauter zu sprechen, dann. Okay. Voilà. Madame Wolf vient d'ajuster son micro. Merci. Alors, je vais parler du projet Région Pilote. C'est un projet qui a été lancé par le ministère de l'Environnement en Rhénanie-Palatinat. L'objectif est la durabilité dans les écoles et les maternelles. Et à cet égard, on a choisi 3 régions pilotes et où on a créé des pilotes pour atteindre les objectifs. Madame Fay a déjà parlé
d'un objectif, c'est-à-dire l'introduction des normes de qualité pour les maternelles et les écoles, la fameuse DGE, et l'augmentation de la part de nourriture de type organique ou biologique et local. Ça, c'est les objectifs. Donc, 30% des aliments doivent être biologiques et 50% doivent être de type régional et d'une source régionale. Et en ce qui concerne la régionalité, je vais encore être plus explicite tout à l'heure. En tout et pour tout, on approche les institutions pour augmenter la durabilité en discutant avec eux la composition des menus. Selon les normes DGE, c'est un exemple. Nous donnons des recommandations à quel rythme il faut, par exemple, donner des nourritures de type animal, quelles sont les quantités qui conviennent le mieux pour les jeunes et les enfants, et comment le plan d'alimentation peut être sain et durable. Ensuite, on analyse la qualité des aliments avec ces institutions, par exemple, de produits biologiques, de commerce équitable ou poissons issus de la pêche durable. Et puis, éviter également les déchets alimentaires. C'est un sujet qui a gagné en importance en Allemagne. Il y a différents programmes et différentes initiatives à cet égard. Et pour l'alimentation scolaire, c'est très important pour augmenter la durabilité en général. En tant qu'écotrophologue, pour nous, ce qui est important, c'est d'être l'interface entre le système scolaire et l'alimentation, donc les écoles maternelles et les écoles, qu'il faut insister dans le plan des cours pour dire ce qu'on mange, pour que ça fasse un ensemble, que ce fasse un ensemble global pour contribuer à une évolution durable. Et c'est exactement le rôle de notre interface entre la formation et la nourriture. Ça a été cité nommément tout à l'heure par la visite pédagogique, par exemple, ou la visite chez les fournisseurs. Et une ville en Allemagne a pris ce point comme point de départ pour avoir la possibilité de demander des produits régionaux pour dire justement qu'il y a également une interface entre la restauration et éducation pour que le fournisseur puisse recevoir la visite de l'école dans la journée, donc ça ne demande pas des longs voyages de plusieurs jours, et un acteur a interjeté appel et a dit que ça ne concerne pas justement la qualité de la nourriture, sa provenance et son origine, et il a eu gain de cause devant les tribunaux et on a dû biffer ce critère. Donc, on ne peut pas faire un lien entre l'alimentation et l'offre pédagogique, même si on peut visiter une autre ferme qui ne fournit pas cette même nourriture, donc sa boîte, et c'est pour ça que c'est assez contesté en Allemagne, donc cette visite pédagogique, et de les exiger et les mettre dans les critères. Ce qui est assez simple au niveau des syndicats communaux, c'est les normes, d'exiger les normes DGE, les normes allemandes de l'alimentation dans la conception des menus, mais également les quantités de nourriture et les conditions cadres. Et s'il y a d'autres critères que tout le monde souhaite, alors là, ça devient déjà un peu plus difficile
la régionalité, donc que le produit soit régional et que c'est obligatoire. Je vous ai dit que l'objectif du projet est de faire appel à 50% à des produits issus de la région. La régionalité se définit que l'aliment doit provenir du Rhénanie-Palatinat ou des Länder ou des pays riverains. Par exemple, la Belgique, oui, la Belgique, Rhénanie-Nord-Westphalie, la Hesse, la Bavière, Bade-Wurtemberg, la Sarre, toutes ces régions, et bien sûr la France, c'est également admis dans le critère régional. Donc, c'est une régionalité assez large lorsqu'on a le problème que la filière ne se trouve pas justement en Rhénanie-Palatinat elle-même et dans l'achat ou l'approvisionnement, on a le problème que la régionalité et ce critère peut être discriminatoire et ne peut pas tout simplement être transposé dans la procédure d'approvisionnement. Donc, un fournisseur régional, c'est pas possible. Et puis, le label de qualité ou le label régional avec, pardon, l'ajout ou équivalent. Là, j'ai également un point d'interrogation étant donné que en Rhénanie-Palatinat, nous avons notre label régional et un label de qualité, mais qui n'est pas encore très répandu sur nos marchés. Et donc, ça pose des obstacles assez élevés pour les fournisseurs et donc ils ne peuvent pas facilement l'intégrer. Puis, la distance maximale par rapport au lieu de préparation, ça, on ne peut pas exiger, mais par exemple, ce qu'on peut exiger, le temps de maintien à chaud, où on voit que c'est important de fixer une durée cible, et ça, évidemment, on peut donner la préférence à un restaurateur régional ou local parce que le temps de maintien au chaud. Bon, la régionalité a des aspects très émotionnels parce que personne ne comprend vraiment pourquoi ce n'est pas aussi facile de faire appel à des régionaux. Et donc, cette discussion a fait que nous avons biffé la régionalité, bien que ça serve à la restauration à chaud. On a exigé un temps de maintien au chaud. Oui, ça, c'est un facteur qu'on aurait pu exiger, pardon. Et pour les trois autres points, on a dû se plier aux exigences juridiques et légales et on a renoncé à ces critères. Pour les aliments de type biologique, c'est un peu plus simple parce qu'il y a des labels qui sont accessibles à tout le monde et où tout le monde peut participer. Et là, la discussion portait plutôt sur la forme soit en tant que part de la valeur monétaire des marchandises ou en tant que qualité, quel serait le critère ou des ingrédients bio des groupes aliments ou bien les deux, l'interface éducation et alimentation, visite pédagogique par exemple. Et donc, dans la discussion, nous disons toujours que la détermination doit être basée sur des objectifs et la considération de la faisabilité pratique. Donc, si par exemple maintenant, je définis que je veux avoir un certain pourcentage, une certaine part de la valeur monétaire des marchandises, alors le restaurateur a plus de liberté de choisir quels sont les ingrédients à acheter de qualité biologique. Si maintenant j'exige certains groupes d'aliments, pour moi, en tant que client, je peux certainement justifier pourquoi je veux de la viande bio, par exemple,
Mais pour le prestataire, il est beaucoup plus limité étant donné qu'il doit livrer à plusieurs écoles et plusieurs écoles maternelles. Et donc là, on émet toujours la réserve que la détermination l'un ou l'autre critère a une influence sur le nombre de prestataires auxquels on fait appel. En général, chez nous en Rhénanie-Palatinat, nous n'avons pas encore beaucoup de prestataires qui ont un certificat bio en Rhénanie-Palatinat, mais dans le cook and freeze ou le cook and chill, des formes de restauration qui peuvent être fournies à des grandes distances. Là, il y a quand même déjà certains prestataires qui ont le certificat bio et c'est pourquoi que notre commune que nous avons conseillé l'année passée, c'est d'abord dit est-ce qu'on veut avoir une part de produits biologiques en tant que seuil d'accès au marché ou est-ce qu'on va dire non, on reste avec les critères minimaux, les standards de la DGE et on dit que 80% du critère d'attribution est le prix et qu'une part biologique est souhaitable, mais joue un rôle dans les points qu'on accorde pour la personne qu'on choisit. Plus donc il y a de produits biologiques, plus il y a de chances de se voir décerner le contrat. Et c'est exactement le type de soumission que choisit la commune que nous avons conseillée. Ils ont dit on n'est pas très sûr ce que peuvent faire les restaurateurs et on veut être sûr de trouver quelqu'un qui nous fournisse. Et donc, pour nous, il est important de trouver quelqu'un qui soit prêt à nous livrer. Donc, 80% du critère sont le prix et 20%, c'est une sorte de bonus s'il y a une part d'aliments biologiques. C'est comme ça qu'ils ont conçu leur appel d'offres et dans la commune dont nous parlons maintenant, c'est qu'en fin de compte, un candidat qui avait proposé 30% de produits biologiques s'est vu attribuer le marché et il avait même proposé le même prix que la concurrence. Donc, là, la crainte que personne ne participerait si on devait augmenter le critère bio ne s'est pas vérifié, mais tout s'est bien passé pour cette commune dans le cadre de cet appel offre. Un deuxième exemple, c'est l'approvisionnement alimentaire de maternelle et jusqu'à présent, les cuisines sur place ont acheté sur place et ont préparé les repas sur place. Maintenant, on voulait changer ce système et cette procédure et alors on a fait un appel d'offres. Évidemment, ça a donné lieu à des discussions par rapport à la détermination des qualités des aliments, la définition des quantités, comment est-ce qu'on va former des lots, comment est-ce qu'on va donner la possibilité aux acteurs locaux de participer. Et là, il y avait également la crainte qu'il y aurait trop de candidats qui auraient un chemin trop loin tandis qu'on souhaite la régionalité. Et puis, finalement, on a créé 3 lots. Donc, la viande en tant que lot, ça pour les bouchers charcutiers qui pouvaient solliciter. Un autre lot, c'est les légumes frais et les fruits frais. Et puis un lot pour tous les autres produits alimentaires, du surgelé par exemple, ou des pâtes ou des produits laitiers.
etc. Et donc là, après avoir publié cet appel d'offres, on a remarqué que nous avons plutôt le problème que les fournisseurs ou que trop peu de fournisseurs sollicitent et déposent leur candidature et donc, ce n'est que pour 2 des lots que nous avons trouvé une firme, c'était la viande et les fruits et légumes. Et pour le lot épicerie et autres, devait faire un deuxième tour parce que nous n'avons pas trouvé de fournisseur qui soit disponible. Donc, avec une deuxième tentative, nous avons pu trouver une société, nous avons attribué la commande et la fourniture et la livraison suivent. Mais on a senti quand même clairement que les critères pour ce et la procédure était très complexe et demandait beaucoup de travail. Et étant donné que beaucoup d'acteurs intervenaient dans la discussion, c'est-à-dire la cuisine, le personnel de cuisine, l'administration, également le maire et également l'administration pour l'appel d'offres. Tout ça faisait une belle cacophonie pour rédiger le cahier de charges et ce qu'on souhaitait. Combien de viande, par exemple, plus de viande bovine et plus de volaille. Vous voyez déjà le problème. Donc, me voilà à la fin de mon exposé et j'ai déjà vu certains messages dans le chat auxquels je vais essayer de répondre. Merci, Madame Wolf, pour votre contribution. C'est vraiment super intéressant, ce projet pilote, plus de régionalité dans les écoles maternelles et dans les écoles, comment l'atteindre. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de questions écrites et j'ai essayé de les traduire. C'était très intéressant à mes yeux de vous entendre sur la régionalité et la définition de la régionalité dans votre projet, parce que ça semble poser problème. En tout cas, c'est très difficile à définir et donc votre exposé était particulièrement intéressant et je vois dans beaucoup de critères que vous avez cités un pourcentage de produits biologiques, par exemple, parallèlement à la loi Egaline en France. Peut-être que Yves pourra encore nous élucider là-dessus tout à l'heure. Oui, et je vais continuer à traduire les questions du chat et tout à l'heure, on peut en discuter et Madame Fay a déjà partiellement répondu aux questions. Si vous voyez encore des choses à compléter, Madame Wolf ou Madame Fay, vous pouvez certainement prendre la parole. Sinon, c'est à Yves. Ah non, oui, Madame Wolf, encore un petit résumé par rapport à la discussion dans le chat. Je ne sais pas si vous le traduisez en même temps. Nous avons en fait ces dernières années dans nos conseils, nous avons constaté, disais-je, que ces règles européennes sont en opposition avec nos règles régionales. Donc, pour le biologique, c'est pas difficile. Je dis simplement, je veux avoir un produit X ou Y en qualité biologique, mais la régionalité, c'est vraiment problématique par rapport à la directive. Donc, les responsables qui s'en occupent doivent être des experts ou doivent faire appel à des experts. Et de là, donc, nous avons toujours proposé des séminaires et des conférences. Je vous parle de l'époque avant Corona pour justement
informer les gens sur la problématique des appels d'offres. Il y a plusieurs communes que nous conseillons qui font appel à des professionnels pour faire avancer les procédures d'appel d'offres qui soient complètement étanches, comme on dit, qu'ils ne posent pas problème. Et on l'a vu dans le chat, et les grandes sociétés commerciales ont évidemment des départements juridiques très puissants et ils contestent ce qu'ils peuvent contester. Si une grande société ne reçoit pas la commande pour la ville de Mayence, par exemple, où on parle de plusieurs centaines de milliers de repas par an, bien sûr, ils vont contester la procédure et pour arracher le contrat. Donc là, on voit vraiment une grande contradiction entre les directives européennes et la régionalité. Et sans conseil d'experts, c'est pas possible. Alors, moi j'ai une question à poser à Madame Wolf. Parce qu'en fait, on a les mêmes problèmes en France. Et comment est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'en Allemagne, il y a une volonté que ces grandes sociétés commerciales qui vont gagner les contrats parce qu'en fait, elles sont les plus enfin, ce sont celles qui vont pouvoir répondre le mieux au cahier des charges. Est-ce qu'on va leur demander d'essayer de s'approvisionner localement? Also es ist auf jeden Fall gewünscht, dass die kleinen C'est un souhait que les petites et moyennes entreprises qui sont dans la région reçoivent l'attribution du marché. Disons, c'est ça le souhait des organismes et des autorités. Et c'est également le souhait de notre ministère. Et dans le contexte de notre projet, nous souhaitons avoir un 50% de fournisseurs régionaux. Mais lorsqu'on est réaliste, il faut voir qu'une grande entreprise avec de bonnes structures achète pas vraiment de la marchandise auprès d'un agriculteur ou producteur de la région. Et c'est pourquoi nous constatons la tendance que des petites entreprises régionales achètent plutôt des produits de la région et des produits régionaux. C'est pourquoi nous avons souvent le souhait de travailler de façon régionale. Et Madame Frey vient de le dire, c'est un peu contradictoire aux réglementations européennes. Donc, c'est difficile à concilier. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser? Parce qu'on voit que le témoignage allemand met à jour toutes les contradictions entre les volontés politiques locales et le droit européen. On a la même chose en France, on a la même chose en Belgique, au Luxembourg. Et nous, en France, on a cette fameuse loi Egalim qui ressemble vraiment à ce que vous essayez de déployer dans votre région, hein, avec 50% de produits de qualité. Et beaucoup de gens pensent que dans cette loi Egalim, il y a le mot local. Et en fait, le mot local, il n'existe pas. Hein, il n'a pas pu être mis dans le… Mais on va dire qu'en France, alors je le dis, on va quand même essayer de faire en sorte que l'approvisionnement devienne local, hein, tout en respectant bien évidemment le droit européen. Et c'est pour ça que ce que je peux vous proposer, c'est d'écouter Nicole Lebrun, qui va vous présenter un petit peu ce qui se fait en France par rapport à ces questions justement de marché public. Et on fera après ensemble, on débattra un petit peu de ces questions qui sont quand même des questions clés, hein. On veut du local, mais le droit européen ne souhaite pas qu'on fasse du local. Donc, je laisse la parole à Nicole. Nicole, je Merci. passe le PowerPoint ou… Oui, je préfère parce que là, j'ai dû, comme vous l'avez vu, déménager en urgence. Je suis chez moi. Heureusement que j'habite pas trop loin de la chambre. On a une coupure générale de réseau. Enfin bon, bref.
Donc, je veux bien que tu passes le diaporama. Ok, je te laisse te présenter pendant que je le cherche. Oui, voilà. Donc, Nicole Lebrun, donc je travaille à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Depuis à peu près une dizaine d'années, je me suis spécialisée en fait dans l'approvisionnement local de la restauration collective. Et donc, cet approvisionnement donc, est complexe. Alors, je suis désolée, je n'ai pas entendu tous les intervenants. Je vais peut-être faire redite parfois. Donc, on peut passer la diapo tout de suite de présentation. Alors, là. Donc, voilà, je vous disais depuis 10 ans, donc, je m'occupe de la restauration à domicile, d'alimentation de proximité. Ça m'a amené à travailler au début avec mes collègues de la région Lorraine, des chambres d'agriculture, sur l'offre. Curieusement, on avait une demande en cantine d'offres locales et en fait, on s'apercevait qu'on n'avait pas une grande diversité d'offres. Donc, on a, en 2014, commencé à structurer une offre locale via une plateforme de commande en ligne. On a doté les agriculteurs et les fournisseurs locaux d'un outil. Alors, je le dis parce que c'est important, c'est très limitant quand l'offre n'est pas accessible au niveau de la demande. Et en parallèle, donc j'accompagne les collectivités qui sont gestionnaires de leur restauration collective pour préparer leur marché. Alors, je ne suis pas du tout juriste, donc je travaille systématiquement avec les services juridiques de la collectivité, voilà, qui elles, ces services font les choses dans les règles de l'art. Alors, j'insiste quand même sur le volet juridique. C'est vrai que si on lit le droit européen, si j'ai bien compris, à la lettre, on ne peut rien faire au niveau du choix de la priorité du développement régional pour l'approvisionnement via les marchés de la commande publique. Les juristes, pratiquement, tous les personnels juridiques avec qui j'ai travaillé, en fait, me font bien comprendre qu'ils suivent en fait la volonté de leur élu. Donc, il faut vraiment une volonté politique. Et à partir de ce moment-là, donc les choses sont faites en sorte qu'au niveau juridique, l'écriture, voilà, des cahiers des charges soit le plus raccord possible avec le droit européen, sans du tout citer ni le régional ni le local, donc par des voies, on va dire, un peu contournées. Donc, ma présentation rapide, donc sur le conseil aux collectivités. Alors, je la présente parce que ça vous montre aussi comment, à la Chambre d'agriculture, on aborde la question. Donc, on part, alors il y a deux grands conseils, enfin deux grands types de conseils réalisés par la Chambre d'agriculture. Un conseil vraiment directement aux collectivités quand elles vont repasser leur marché public ou quand elles changent parfois donc, de la gestion concédée à un prestataire à une gestion directe. On a aujourd'hui un phénomène en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, et en Lorraine, je pense, de réflexion des collectivités pour reprendre la main sur leur achat. Et ça peut aller jusqu'à des constructions de cuisines qui n'existaient pas, qui deviennent propriété, pour repasser en régie complète. Alors, ces conseils aux collectivités, ils partent déjà d'une demande de la collectivité. Il faut que le niveau politique est validé. À partir du moment où le niveau politique est validé, vous pouvez amorcer vraiment un gros travail de fond, et c'est un travail de fourmi et de forçat, hein, parfois. Donc, on part de l'analyse du besoin de la collectivité, et très rapidement, c'est juste ça que je voulais vous montrer, le gros de notre travail, je dis nous parce qu'on le fait souvent en binôme, moi avec une collègue, donc c'est le sourcing produit. Hein. Donc, le sourcing produit, il faut aller chercher les produits, parce que parfois, on ne les a pas trouvés avant, pour essayer au maximum de mettre en face des besoins de la collectivité en produits, diversité de produits, qualité et quantité, des produits les plus régionaux possibles. Voilà. Donc ça, c'est un gros travail. Donc on trouve sur le conseil en amont de l'appui et de la passation du marché. On fait aussi, notamment en France, il y a les PAT, hein, les projets alimentaires territoriaux. Donc dans le cadre de ces PAT ou dans le cadre de commandes, on va dire territoriales cette fois-ci, on est amené aussi à la Chambre d'agriculture de travailler sur des états des lieux de l'offre et la demande sur des plus grands territoires qui comportent
plusieurs établissements qui peuvent aussi, enfin qui gèrent leur restauration collective et qui peuvent donc avoir une demande au niveau de l'offre. Donc petit à petit, ça nous permet aussi d'identifier plus de collectivités intéressées et plus de fournisseurs potentiels. Hein, donc on peut passer à la suivante. Voilà, alors je vous ai rappelé ici dans le fromage, voilà, donc c'est un recensement, une enquête qui avait été faite auprès de 124 établissements en Franche-Comté, donc qui date un peu, mais moi je la trouve intéressante. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup changé si on la refaisait. Au niveau des résultats, les principaux freins à l'approvisionnement de proximité en restauration collective en Franche-Comté, 34% le coût. Donc pourquoi le coût? Parce que l'offre alimentaire aujourd'hui en France qui arrive en restauration collective, c'est une offre alimentaire dite de masse, souvent industrielle, bon, c'est pas péjoratif quand je dis industrielle, mais vraiment produite avec de l'optimisation de la production jusqu'à la livraison. Nous, quand on passe sur de la fourniture régionale, on est souvent sur une offre de niche avec un niveau de qualité plus élevé, des niveaux d'exigence de cahier des charges, de labels, de signaux de qualité ou environnementaux comme le AB également plus élevé. Donc, on a souvent une offre de niche qui est plus chère. Ensuite, les filières sont parfois à construire, notamment en Lorraine. On est obligé de reprendre tout depuis le début, y compris depuis la production, notamment pour les légumes, par exemple. Donc, ça fait qu'on a forcément une offre locale, régionale, qui va être plus chère que l'offre aujourd'hui qui arrive dans les cantines. Et c'est surtout le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est que le deuxième point qui était cité à 23%, la partie rouge foncé, là, Bordeaux, c'est, donc ça c'est les enquêtés, donc des gestionnaires ou des cuisiniers, des responsables de cuisine collective, l'absence d'offre ou d'information sur l'offre. Donc ça c'est important. Voilà, c'est que parfois ils disent mais on aimerait bien, mais on ne sait pas où trouver cette offre, on ne sait pas comment la commander, on ne sait pas voilà, qui peut nous livrer, qui peut répondre à notre marché. Vous voyez, les appels d'offres dans cette étude arrivaient à 8% en 4e position. Donc, on a le coût, l'absence d'offre ou l'information sur l'offre, la livraison, la logistique et l'appel d'offres, les marchés qui arrivent en 4e position. Alors, diapo suivante. Donc, la commande publique, vous en avez sûrement déjà parlé. Donc, deux grandes, c'est un peu synthétique, donc il manque des morceaux, mais voilà, deux types de gestion des établissements publics qui gèrent les cantines, la directe, la régie, autogestion, le nom que vous souhaitez lui donner. Donc, on a en Lorraine, en France, les lycées, les collèges, certaines villes qui ont leur cuisine, qui ont leur personnel. Donc là, elle passe des marchés publics de fourniture alimentaire. Dans notre organisation en France, en région et en département, donc on a la possibilité donc, des groupements de commandes départementaux donc, qui existent et qui organisent les marchés publics à la demande de ces établissements. Il y a aussi la possibilité de commander en gré à gré, donc vous en avez parlé, en dessous de 40 000 €, et la possibilité aussi de faire un marché spécifique de fourniture alimentaire. Voilà. Très souvent, quelle que soit la procédure, on va dire, le processus, la procédure, ça arrive donc chez des fournisseurs qui, majoritairement aujourd'hui, sont des grossistes, des distributeurs et des centrales d'achat. Voilà. Donc, l'autre volet, donc la gestion concédée, donc je vais rapidement. Donc là, vous en avez parlé tout à l'heure, juste dans le témoignage allemand. Donc, les marchés publics de services. Donc là, vous achetez un repas, une prestation de service de repas. Donc, c'est souvent un prestataire donc, qui répond. Donc, chez nous, on a des grandes sociétés de restauration collective. Ça peut être aussi des traiteurs, ça peut être des artisans, des restaurateurs. Enfin, voilà, c'est un prestataire qui fabrique le repas. Et donc, son approvisionnement en matières premières devient du coup un approvisionnement privé. D'où l'importance aussi que les fournisseurs locaux se fassent connaître de ces sociétés et ces entreprises qui sont prestataires de fabrication de repas
et qui, pour les plus grandes d'entre elles, obligent, pas systématiquement, mais certaines obligent à un référencement de ces fournisseurs, qui peut être aussi parfois un frein à l'entrée de l'offre régionale de niche dans les grandes, via les sociétés de restauration collective. Alors, donc, en service, donc, la nécessité de se faire connaître des prestataires de repas. En régie directe, donc cette partie ici, la nécessité que les fournisseurs locaux doivent être en capacité de répondre au marché. Et ça, c'est aussi une autre étape à franchir. En France, donc les marchés publics, aujourd'hui, depuis 2018, novembre 2018, octobre 2018, sont dématérialisés. Voilà, donc un agriculteur, tout intelligent qu'il soit, je n'en doute pas, ce n'est pas son habitude. Voilà, donc il y a aussi tout un accompagnement à prévoir pour organiser la réponse. On peut passer la diapo suivante. Voilà, l'allotissement, vous en avez sûrement parlé, donc il est de règles dans la réglementation européenne. Il permet d'augmenter la diversité des réponses, donc répond à la mise en concurrence. Il permet aux petites entreprises de répondre au marché. Donc, systématiquement, il faut allotir. Beaucoup de sirènes au début de mon travail disaient non, 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 on n'a pas le droit, c'est du saucissonnage de marché. Non, ce n'est pas du saucissonnage de marché. Le saucissonnage de marché, c'est quand vous diminuez les montants pour justement ne pas passer à marché public. Là, c'est bien un marché public avec des lots. Donc, c'est vital. L'allotissement, s'il est mal fait, c'est même pas la peine. Parfois, je vais voir en fait les marchés qui sont publiés et je sais rien qu'en lisant les lots si c'est mission possible ou mission impossible. Donc, c'est vraiment ça la base pour faire rentrer la fourniture locale. Donc, être attentif aux produits qui figurent dans les lots. En fonction de l'offre que vous avez. Donc, évidemment, connaître l'offre, ça va de soi. Par exemple, en Lorraine, l'habitude est faite de faire des lots fruits et légumes, par exemple. Ça vient du fait que ces produits se transportent à la même température, donc ce sont les grossistes dans les mêmes camions qui livrent les fruits et légumes. Donc, quand vous voulez passer sur une fourniture plus de produits locaux, voire d'agriculteurs en direct, chez nous, ce n'est pas possible parce que l'arboriculteur qui fait les fruits, il n'est pas maraîcher, qui fait les légumes. Donc, soit ils s'associent, ils font une réponse commune, ce qui est toujours possible, ou alors il faut vraiment faire un lot fruits et un lot légumes séparés. Les quantités aussi peuvent être problématiques. Alors, quand elles sont trop fortes et quand elles sont trop petites. Donc, les deux extrêmes. Donc, une quantité trop importante, voilà, en termes de production, il n'y aura pas suffisamment de production, sauf si les producteurs se réunissent, se regroupent. Il peut y avoir aussi la difficulté de certains marchés, notamment des lycées, des collèges en France ou dans notre région, parce que ce sont de très nombreux établissements. Il peut y avoir plus de 100 établissements à livrer dans un département pour un lot, par exemple, légumes ou un lot viande. Voilà, ça nécessite toute une organisation logistique, donc il faut y avoir réfléchi en amont avant de postuler au marché. On peut par exemple faire des lots géographiques, ce qui peut aider quand même la partie logistique. Ça se pratique dans certains groupements de commandes en Lorraine. Donc des lots géographiques nord, par exemple, un lot géographique sud, ce qui permet de diminuer quand même la difficulté de livrer tous les établissements. Ensuite, donc les difficultés aussi quand voilà, un marché a bien été alloti, a bien été ciblé avec une analyse des besoins sur de l'offre locale, on s'aperçoit que dans la réalisation du marché, parfois les établissements en fait ne tiennent pas leurs engagements. Donc il y a bien eu des quantités que chaque établissement a données. Et en fait, on s'aperçoit dans la réalisation du marché que ces quantités ne sont pas commandées. Alors, on se pose la question, comment ça se fait? Normalement, il y a un marché qui est passé, il y a des quantités minimales à commander, et en fait, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas commandées. Et là, je pointerais le fait, la force commerciale, on va dire, souvent chez nous, des grossistes ou de l'industrie agroalimentaire,
qui est sur ce segment de marché de la restauration hors domicile depuis longtemps et puis qui tient à y rester, bien sûr. Et voilà, la force commerciale du fait que les établissements, notamment les grosses cuisines centrales, sont systématiquement rencontrés par les commerciaux de toutes ces structures, alors qu'un des fournisseurs locaux, qu'ils soient, même s'ils sont regroupés, on a 2 plateformes par exemple en Lorraine, on peut dire qu'ils sont regroupés, ils ont une petite force commerciale, mais ils n'auront jamais la force commerciale d'un grand groupe. Donc voilà, ce qui fait que quelque part la commande, elle passe, enfin le marché public passe après l'intérêt commercial ou l'argumentaire commercial d'un concurrent, malheureusement, qui, par ailleurs, n'a pas eu le marché. Donc, vous voyez, marché public soit, mais voilà, il faut toujours respecter. La diapositive suivante. Voilà, donc moi j'aide donc les collectivités sur le sourcing produit et ensuite sur le cahier des charges, donc le cahier des clauses techniques particulières, c'est-à-dire tous les éléments techniques. Voilà, parce qu'une collectivité, elle ne connaît pas forcément l'agriculture ni l'agroalimentaire. Donc nous, chambre d'agriculture, on les connaît, hein, c'est nos métiers. On n'est pas juriste, mais souvent ingénieur agronome, donc c'est nos métiers. Donc, on les aide justement dans la description la plus précise possible du produit, des caractéristiques techniques des produits attendus, donc ou équivalents, hein, comme vous l'avez dit précédemment. On a la loi Egalim qui nous aide un petit peu quand même si c'est vrai, Yves l'a dit, l'Egalim, c'est qualité, respectueux de l'environnement, 50% en valeur, dont 20% de bio. Ce n'est pas écrit local ni régional, mais voilà, ça laisse une autre façon de raisonner sur la fourniture quand même et une entrée à nous maintenant de bien faire notre travail et de croiser la loi Egalim avec l'offre régionale. Donc voilà, c'est important d'aller jusqu'à la description des produits alimentaires, des produits agricoles qui vont faire les repas. Si on est dans un marché de denrées, de fourniture alimentaire, ce qui est normal, et si on est dans un marché de services de repas, de préparation de repas. Et parfois, les collectivités n'y pensent pas. Elles pensent aux services de repas, liaisons chaudes, liaisons froides, les délais, voilà, le respect du GMRCN, voilà, beaucoup des exemples de menus, et en fait, même dans ce type de marché où vous cherchez un prestataire de repas, vous pouvez exiger aussi qu'il vous fournisse par exemple un grand tableau avec tous les produits Egalim, ils vont être obligés de le faire de toute façon, et aussi d'autres critères qui en fait sont attachés aux produits, pas au service du repas, mais aux produits, à la matière première. Donc dernière diapo. Alors, je vous donne des exemples de critères d'attribution. Alors, ce n'est pas du tout à prendre comme modèle, c'est juste voilà, pour vous montrer ce que l'on peut proposer aux collectivités. Donc, le prix a un rôle majeur. Donc, moi, je dis souvent pas plus de 40% si possible. Si vous pouvez 30%, c'est encore mieux. La qualité, Egalim, quelque part, monte la qualité en France. Hein. Plus on rajoute des critères de saisonnalité, de fraîcheur, de délai de livraison sur les produits frais, comme les légumes, comme les fruits de saison, et on rapproche normalement le fournisseur de la cantine. Les caractéristiques techniques des produits, on vient d'en parler. Un autre critère important, le respect de l'environnement. Bon, là, vous allez me dire, c'est un petit peu tourné, ça peut être pris en défaut par les réglementations européennes. Moi, je conseille de mettre les distances entre le lieu de production et le lieu de livraison de la cuisine. Alors, non pas par un critère localisme, mais transport et émission des gaz à effet de serre. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, plus vous faites de kilomètres, plus vous dégagez des gaz à effet de serre.
Voilà, donc il n'y a pas de notion de on veut du Lorrain, on veut du Meurthe-et-Mosellans. Il y a une notion de dites-nous la distance entre le lieu de production et le lieu de livraison sur la cuisine. Donc après, on peut avoir aussi tout ce qui concerne les signes officiels de qualité, le bio, le haute valeur environnementale aujourd'hui qui arrive chez nous. Et donc un critère qui a été permis également par différentes lois passées en France par le ministère de l'Agriculture, proposées par le ministère de l'Agriculture, donc qui sont la performance en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. Alors c'est un peu alambiqué, c'est le nombre d'intermédiaires. Donc pareil, c'est pas le critère, c'est pas on vous jugera sur la livraison directe, c'est on va mettre un critère sur le nombre d'intermédiaires. Donc, si vous en avez 0 ou 1, par exemple, vous avez le maximum de notes. Si vous en avez 2 ou 3, on estime là que le produit commence à faire un petit peu beaucoup d'intermédiaires, vous aurez une moins bonne note. Si vous en avez 5, on se dit, mais mince, entre le lieu de production et au bout de 5 passages, celui qui a vendu, c'est quand même bizarre, enfin, ça fait beaucoup d'intermédiaires. Est-ce que tout se justifie? Voilà. Donc, merci de votre attention et puis voilà, à votre disposition pour les questions. Merci Nicole. Alors, il nous reste 5 minutes, mais moi j'ai une question un peu générale, en fait, qu'on retrouve sur tous les territoires. J'ai la sensation aujourd'hui que l'approvisionnement de la restauration collective aujourd'hui ne peut se faire facilement que par les grandes entreprises de la restauration commerciale, parce qu'elles permettent de répondre à l'ensemble des exigences qui nous ont été données à la fois en Allemagne, en particulier en France, même si en France on essaye de trouver des astuces qui respectent la réglementation, mais est-ce qu'un des enjeux, ce ne serait pas de travailler avec les restaurations commerciales, ces grandes entreprises, et de les mobiliser fortement pour un approvisionnement plus local qu'ils ne le réalisent aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses que vous envisagez aujourd'hui dans vos travaux? Alors, je peux répondre si vous voulez. Oui, ben Nicole, elle est pour vous, cette question. Bon. Alors, bon, bien sûr, on s'est rapprochés, hein, ça va de soi, les chambres d'agriculture des sociétés de restauration collective qu'on avait dans notre département, dans notre région. On a eu des accueils plutôt bons, hein, on va dire, c'est des bons commerçants, donc ils vous écoutent toujours. Je ne vais pas citer les noms, je fais la publicité de personnes et la contre-publicité de personnes, mais on a eu certaines sociétés qui sont venues vers nous dès qu'on a démarré en 2012-2014 pour se démarquer justement de la concurrence en disant on veut travailler avec vous, Chambre d'agriculture, vous connaissez la fourniture locale, on va en mettre plein dans nos menus. Et ça a marché pour eux. Ils n'étaient pas présents sur le territoire et ils sont devenus pas peut-être à la hauteur de ceux qui étaient déjà présents, mais ils ont gagné des parts de marché grâce à ce discours, à cette présentation de leur menu avec l'introduction de fournisseurs locaux. Ensuite, voilà, la notion budgétaire les a aussi rattrapés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'étaient fait une place, je pense, dans l'environnement des sociétés de restauration, la place était acquise. Il fallait faire des économies de budget, donc c'est devenu moins bien après pour les fournisseurs locaux où il y a eu des pressions sur les prix, qui baissent leurs prix. Donc ça, c'est un cas de figure. Après, on a eu un autre cas de figure à l'inverse, des sociétés qui ne voulaient absolument pas en entendre parler. On passe par notre centrale d'achat, c'est tout. On ne fait pas d'achat au cas par cas comme ça en région. Donc, on a eu beau leur demander, ça ne marchait pas. Donc, on est passé par les collectivités. Et c'est en fait les villes, là c'était une ville, hein, donc qui a exigé. Et à partir du moment où voilà, le client fait bien comprendre à son prestataire, écoute, soit tu fais ça, ou alors la prochaine mise en concurrence, ça ne sera pas toi. Voilà, eux aussi sont en concurrence. Donc voilà, on a aussi joué, entre guillemets, sur la mise en concurrence de ces sociétés privées.
Donc on arrive malgré tout à imposer, tout en respectant la réglementation européenne, mais ça ne peut pas être écrit. En tout cas, c'est simplement une discussion après entre l'acheteur et le fournisseur, mais ça ne peut pas être écrit, ce que vous venez de dire, Nicole. On ne peut pas imposer à un restaurateur une restauration collective, enfin un prestataire, Non. on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas imposer une liste de fournisseurs, ça va de soi. Après, c'est à la société de restauration collective, comme nous on le fait quand on fait l'accompagnement aux collectivités, de se renseigner sur l'offre locale et de la présenter dans sa réponse à la prestation, enfin au marché de la collectivité. Donc, ils ne sont pas fous. Ils arrivent à lire, voilà, Justine parlait de l'objet du marché. Donc, dans l'objet du marché, il y a une grande introduction sur le développement durable. C'est compris et c'est traduit entre autres par un approvisionnement de qualité et aussi un développement économique régional. Alors, il y a une remarque qui est faite par Aurore Amer, un Interbev, Oui, qui… et ce sera la dernière, Yves, parce Oui, que… oui, tout à fait, tout à Voilà. fait. Hein, j'apporterai juste une toute petite conclusion rapide sur 2 éléments, qui nous citent quand même l'exemple de viande de terroir lorrain, qui a quand même réussi à rentrer dans l'ensemble des appels d'offres. Nicole, c'est quelque chose que vous avez observé, c'est la filière viande est peut-être plus facile en termes d'organisation, hein, avec une structure centralisatrice qui est l'abattoir, pour pouvoir après s'approvisionner. Oui, oui, oui. Donc, je connais bien donc, un Interbev, Grand Est. Et donc, oui, on est une région polyculture élevage très fortement productrice de viande. Donc, déjà, au niveau des volumes, il n'y a pas de problème. La qualité a été identifiée depuis longtemps grâce à une certification qui maintenant va passer aussi certainement par de la labellisation. Donc, c'est bien la filière la mieux organisée qui remplit toutes les cases aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas, hein, malheureusement, de trouver encore des sociétés de restauration collective, notamment, qui achètent la viande la moins chère possible. Donc, voilà, il y aura toujours cette question quand même du coût d'achat. Donc, pareil, il faut que ce soit la collectivité qui demande voilà, de contribuer au développement durable, au développement économique local. Ensuite, le fait qu'il y ait un abattoir, un atelier de transformation qui fait converger toute la production, la trace et gère la logistique, bien sûr, c'est plus facile. Ensuite, on voit aussi aujourd'hui en Lorraine des producteurs de viande se positionner en direct sur de la réponse à des marchés. Alors, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est durable? Je n'en sais rien. Mais voilà, il y a des cas de figure où on a aussi des producteurs en direct qui vont livrer la restauration scolaire. Merci Nicole. Alors, on aurait pu reprendre et rediscuter des fameux groupements de commandes qui sont quand même des éléments importants dans les leviers en France pour centraliser un peu ces choses-là. On n'a pas le temps, mais ça vaudra certainement le coup de reprendre ces discussions dans un autre webinaire sur justement ces questions. Alors moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est quelques mots-clés, hein. C'est d'abord une volonté politique. Elle a été affirmée sur l'ensemble des territoires au travers du témoignage de Justine, à travers du témoignage de nos collègues allemands et dans le témoignage de Nicole Lebrun. S'il n'y a pas de volonté politique, ça ne marchera pas. Malgré tout, même s'il y a volonté politique, la difficulté aujourd'hui de la réglementation européenne fait que si on n'a pas un bon juriste et un bon agronome, le juriste pour travailler sur les marchés publics et l'agronome pour assurer le sourcing, eh bien, on aura du mal à répondre à tout ça, sans oublier que ces marchés publics, quels qu'ils soient, ils doivent intégrer des critères de partage de la valeur ajoutée, ça me paraît très important aujourd'hui, hein, de qualité. Alors la qualité à définir ensemble, hein, parce que c'est quelque chose de très très compliqué. Eh bien, partage de la valeur ajoutée, qualité, proximité. Là aussi, la question de la proximité, on voit bien que dans les marchés publics, c'est compliqué, mais on arrive à l'intégrer si on passe par Justine parlait d'astuces, Nicole parle d'astuces, nos amis allemands parlent moins d'astuces. Alors, est-ce que c'est culturel? J'en sais rien. En tous les cas,
eh bien, sachez que partage de la valeur ajoutée, proximité, qualité, eh bien, sont les valeurs portées par Aroma. Et c'est pour ça tout l'intérêt qu'on a eu aujourd'hui de débattre. Alors, on n'a pas été au bout du sujet, hein, il y a encore plein de choses. En tout cas, moi, j'en termine et je laisse la parole à Corinne pour conclure. Oui, merci. Nous allons malheureusement nous arrêter là malgré l'intérêt du sujet. Je vous propose de nous donner rendez-vous pour notre prochain webinaire qui a lieu le 19 avril, 14h à 16h. Et ce sera les produits régionaux, les produits de la grande région, les produits de qualité. Voilà, on permettra une meilleure visibilité des produits de la grande région. Voilà, je vous remercie de votre intérêt et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Au revoir.